Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Télésud, merci de nous retrouver dans TLS+. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo, de gaming, d'e-sport. A priori, sans être des experts, j'imagine que vous savez plus ou moins de quoi je parle et à quel univers cela appartient. Mais si je vous dis RPG, MMO, FPS, MMORPG, MOBA, vous êtes comme moi, tout de suite, c'est un peu moins clair et pourtant, ces acronymes, principalement anglophones, font également partie de l'univers du jeu vidéo. Ce sont des genres de jeux comme vous en avez dans le cinéma, la musique et toute autre forme culturelle. Parce que oui, le jeu vidéo est devenu une référence culturelle, comme le cinéma ou la musique. Avec des sorties mondiales pour les jeux stars, avec des compétitions, avec des chaînes spécialisées. C'est pas compliqué. Ce qu'on en a souvent associé à des adolescents un peu névrosés qui s'excitent sur des manettes dans des chambres mal rangées, qui sentent un peu leur enfermer, vaut désormais plusieurs milliards, avec des revenus qui dépassent ceux de l'industrie du film et de la musique. En 2018, en France, le chiffre d'affaires du secteur a atteint 5 milliards d'euros, ce qui en fait la plus grosse industrie culturelle de France. Et ce n'est pas la période particulière que nous vivons qui va ralentir les choses, forcément. Qu'est-ce qu'on fait quand on est obligé de rester à la maison? Eh bien, on joue aux jeux vidéo. Nicolas Serrato, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Gamoloco. Alors, Gamoloco, c'est une société qui enregistre toutes les données concernant l'e-sport un peu, c'est ça, si on ne veut pas rentrer trop les... Oui, c'est une société spécialisée dans l'analyse de données associées à l'e-sport. Ouais. Et surtout, vous avez été également le premier à créer une équipe pour jouer en jeu en ligne, pour faire de l'e-sport, c'est ça ? Alors, premier à créer une équipe, non, mais on va dire le premier à vraiment avoir une ambition d'une équipe professionnelle, sponsorisée, et qui s'organise comme on pouvait en voir à l'époque uniquement dans le sport, oui, on peut dire ça, ouais. C'était en quelle année ça ? J'ai commencé ça, c'était en 2000. Sur quel jeu ? Le premier jeu, c'était StarCraft. StarCraft. Et Quake aussi, mais D'accord. surtout StarCraft. Et d'ailleurs, justement, vous vous souvenez, vous, de votre premier contact, de votre première rencontre avec un jeu vidéo ? Ouais, c'était lequel ? C'était au début des années 80, ou peut-être au milieu plutôt, et c'était un... Alors je ne me souviens pas du nom du jeu, mais la machine ça s'appelait Vectrex. Vectrex. Donc c'est un truc qui ressemble à... Enfin c'est vraiment à l'ancienne, hein. J'ai rarement entendu parler de cette machine depuis, pour vous dire, c'était un ami à moi qui avait ça. Oh, il y en avait une, vous êtes tombé dessus. Voilà, c'est ça. Et puis derrière, ça a été la première vraie console à laquelle j'ai joué, c'est la Master System de Sega. Tout ça, ça a démarré il y a à peu près 50 ans, l'univers du jeu vidéo, c'est même un petit peu plus vieux que ça, mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit retour un peu rapide sur comment ça a commencé, comment ça s'est développé, est-ce que c'est maintenant. Je vous propose de regarder un sujet tout de suite. En 2018, un tiers de la population mondiale joue régulièrement aux jeux vidéo, que ce soit sur téléphone portable, sur console ou sur ordinateur. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. L'histoire débute en 1958 avec Tennis for Two, quand les ordinateurs avaient la taille d'une voiture et la puissance de calcul d'un grille-pain. Un jeu développé par des bricoleurs de génie qui cherchaient plus à démontrer le fonctionnement des nouvelles technologies qu'à divertir. Pour le grand public, c'est en 1972, avec Pong, que l'univers du jeu vidéo pénètre les foyers. Il sera le tout premier jeu à connaître un succès mondial et ouvrira 10 ans plus tard la porte à tous les classiques pour ne plus jamais disparaître. Pac-Man, Tetris, Mario Bros ou encore SimCity. Avec les années 90 et le développement des technologies, les jeux vidéo entrent dans une nouvelle dimension. Les aventures et le graphisme deviennent plus innovants et les scénarios plus élaborés. Mais c'est avec la 3D que les jeux vidéo entreront littéralement dans une nouvelle dimension. Du côté des consoles, la PlayStation fait son apparition. Une révolution technique et graphique. Cet élan de créativité et de technicité va voir de nouveaux studios de création apparaître avec plus d'idées novatrices. Plus d'univers fantastiques, mais aussi plus de violence. C'est la première fois que la société se demande si la violence dans les jeux vidéo mène à des comportements violents dans la réalité. Les années 2000 verront, avec l'essor spectaculaire de l'utilisation d'Internet, les jeux vidéo passer en ligne. Pour la première fois, des jeux comme World of Warcraft en 2004 se jouent principalement sur Internet. La technologie évolue elle aussi à pas de géant durant cette décennie. Conséquence directe, le secteur du jeu vidéo vaut plusieurs milliards et ses revenus dépassent ceux de l'industrie du film et de la musique. Et demain, à quoi les jeux vidéo ressembleront-ils ? Immersion totale dans des univers virtuels ? Manettes tactiles ? Une chose est sûre,
L'histoire continue et la partie est loin d'être terminée. Nicolas, on l'a vu dans le sujet, le jeu a eu plusieurs vies, on peut peut-être séquencé en 3 parties, une première partie noir et blanc, Pong à l'époque. Ouais. Bon, Tennis for Two, on n'en parle pas parce que c'était vraiment réservé aux créateurs. Après, il y a eu l'époque 80, jusqu'à fin 80, où on a eu des jeux avec des gros pixels colorés, on était encore dans le code du jeu, du jouet, et puis d'un coup, on est passé à toute autre chose. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on a sorti le jeu de l'univers de la chambre, comme je disais en préambule, de la chambre des jeunes, des enfants, des ados, pour que ça devienne un phénomène de société, que ça devienne, comme je le disais, un article culturel. Qu'est-ce qui a fait basculer cet univers-là dans un autre univers ? D'une certaine manière, moi je vois les jeux vidéo comme le résultat d'une évolution culturelle qui a commencé quand on a commencé à faire des dessins sur les murs des grottes. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que c'était inévitable. Vous remontez encore plus loin que Tennis for Two. Ouais. Ah oui, mais en fait, les jeux vidéo, il y a beaucoup de choses qui ressemblent en fait au cinéma ou à la musique. C'est-à-dire dans un jeu, vous pouvez mettre n'importe quelle œuvre de musique à l'intérieur. Même théoriquement, dans un jeu, on pourrait mettre n'importe quel film en entier. On pourrait imaginer... D'ailleurs, il y a eu des films qui ont été adaptés et inversement. On pourrait imaginer dans GTA que dans le prochain GTA, ils ont acheté les droits pour un film d'action. Et à un moment, avec mon personnage dans GTA, je m'assois et je regarde un film en entier. Mais c'est pas ça qui a fait basculer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les jeux vidéo, c'est juste l'évolution naturelle des médias en fait, ou des supports culturels. Et ce qui a fait basculer, pour moi, c'est qu'à un moment, cette évolution naturelle, elle a atteint un point vraiment critique. Et donc, on a... C'était quoi ce point critique ? En gros, c'est la sortie de la PlayStation. Ah, d'accord. Et l'arrivée vraiment de la vraie 3D. Il y avait déjà des jeux en 3D avant. Mais là, tout d'un coup, la 3D est apparue dans tous les jeux vidéo. Et donc, on a pu sortir de cet aspect visuel 2D, très cartoonesque, qui donne l'impression d'un jeu, d'un jouet, comme ce qu'on a dans Mario ou dans Zelda. Ou dans les premiers en tout cas. Et là, on a pu rentrer vraiment dans des jeux qui avaient des imageries d'adultes qui pouvaient ressembler aux films aussi. Et donc ça devenait plus facile de faire des liens, comme je viens d'en faire un, entre les deux formes culturelles que sont le jeu vidéo et le film. Et avec ça est arrivé le poids financier. C'était en même temps tout ça. Alors, on va d'abord créer un jeu, ça coûte quand même très très cher. Créer un jeu aujourd'hui, ça coûte combien ? Ça peut créer... Et en combien de temps on crée un jeu ? Ça peut coûter très peu cher en fait, mais quand on crée un jeu, quand on parle de créer un jeu dans l'industrie du jeu vidéo, l'industrie qu'on appelle AAA, ce qui est un peu l'équivalent du Hollywood pour les films, d'Hollywood pour les films, le budget d'un jeu, ça va être au minimum en centaines de millions d'euros. Ah oui. Par exemple, après, là, il y a le marketing. Là, il y a FIFA qui vient de sortir. Créer FIFA, faire FIFA le dernier, ça coûte combien ? Alors peut-être que FIFA c'est un petit peu différent parce que FIFA c'est un jeu au long cours, c'est un jeu dont le moteur et les bases sont posées depuis longtemps et qui ressort tous les ans. On améliore à chaque fois un petit peu, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mais donc FIFA c'est un petit peu particulier parce que ce qui change dans FIFA essentiellement d'une année sur l'autre, c'est plutôt la base de données en fait. Quels sont les joueurs disponibles et quelles sont leurs statistiques. Pas tant le jeu. Mais quand je parle de plusieurs centaines de millions d'euros pour un jeu, c'est quand on a une nouvelle licence qui sort ou que c'est une suite mais qui n'est pas quelque chose de récurrent annuel, quoi. Alors, qui sont les grands créateurs de jeux actuellement ? Je sais qu'en France, il y a Ubisoft, je crois. Ouais. Sinon, qui est le studio phare, j'allais dire la Fox ou le MGM ou le Universal, pour faire un parallèle avec le cinéma, dans le jeu vidéo, c'est donc Ubisoft compte parmi ceux-là, c'est vraiment un des plus gros au monde. Après, il y a plutôt aux États-Unis, il y a Electronic Arts, Activision. C'est deux très gros. Après, on a les producteurs de consoles qui sont aussi souvent des créateurs de jeux. Des créateurs de jeux. Donc Nintendo, c'est un excellent studio de création de jeux depuis le début quasiment des jeux vidéo. Une longévité je pense qu'il n'a pas été égalée. Sony alors du coup. Sony, ils font des jeux, mais ils vont plus eux appeler des studios indépendants qui vont racheter. Mais c'est un petit peu moins Sony qui fait les jeux. Comparé à Nintendo, c'est vraiment estampillé Nintendo. Mais après, on a aussi Microsoft qui est un grand fabricant de jeux. Mm-hmm. Et je dirais que il y a plein d'autres noms que j'aurais pu citer, mais on va dire que là, on a cité certains des plus gros. Et le plus gros éditeur de jeux du monde, il est chinois. Et il est largement plus gros que tous ceux que je viens de citer. Il s'appelle Tencent. Qu'on ne connaît pas. Pas connu du grand public en Occident, non. Pourquoi ? Mais quand on travaille dans le gaming, on les connaît. C'est quoi, leur marché est exclusivement chinois ?
Non, c'est que en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des parts. Donc en fait, par exemple, Blizzard, qui était un des studios les plus populaires en Occident pendant une vingtaine d'années de tous les jeux vidéo, Blizzard a été racheté par Tencent il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Sur mobile, on a un studio qui est très puissant qui s'appelle Supercell, qui fait les jeux Clash of Clans, Clash Royale. Ils ont été aussi rachetés par Tencent, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte en fait qu'ils jouent à un jeu Tencent parce que les marques restent. Alors, est-ce qu'il y a eu un jeu, pour rester encore sur vraiment le jeu, après on parlera d'e-sport, de consoles et tout, est-ce qu'il y a eu un jeu qui a permis une bascule, qui a été vraiment charnière dans l'évolution de cet univers, comme les Beatles par exemple dans la musique, Star Wars dans le cinéma? Est-ce qu'il y a un jeu qui a fait passer ce qui était présent, connu, à toute autre chose? Alors, à mon avis, oui. Mais c'est pas arrivé si souvent que ça dans le jeu vidéo encore, parce que pour moi, pendant les premières décennies du jeu vidéo, en comptant que ça a commencé dans les années 70, c'était surtout une évolution technologique. Et donc c'était pas tant les concepts qui évoluaient, c'était plutôt que la technologie évoluait, donc on pouvait avoir des nouveaux concepts, mais tout était assez naturel. Depuis quelques temps, en fait, tout ça stagne. C'est-à-dire que on est au maximum de la compétence technique. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire on peut avoir des plus beaux graphismes, mais on voit plus vraiment la différence. Et du coup, là, depuis quelques années, on est rentré dans une ère où c'est vraiment la créativité et le design, en fait, qui vont faire la différence. Et dans ce cadre-là, on peut nommer le plus récent, pour moi, la dernière vague lame de fond qu'il y a eu dans le jeu vidéo, c'est l'arrivée des jeux dits Battle Royale, qui sont arrivés les jeux Battle Royale 2017. Donc c'est des jeux qui s'inspirent du principe du film Battle Royale, qui est un film japonais. Voilà, japonais, dans lequel il y a, je crois, c'est 100 enfants, 100 adolescents, des étudiants sur une île, réunis sur une île, et ils doivent s'entretuer. Et donc il n'en restera qu'un. Et comme dans Highlander. Donc c'est pour tout public alors. Exactement. Et il y a un mec en 2014, et c'est souvent comme ça en fait que l'industrie du jeu évolue, enfin les grosses évolutions de l'industrie du jeu vidéo, de ma fenêtre, c'est comme ça qu'elles sont toutes arrivées. C'est que c'est un mec tout seul dans sa chambre qui en 2014 a commencé à avoir l'idée d'adapter Battle Royale aux jeux FPS, donc les jeux de tir qu'on connaît dans le jeu vidéo depuis 20-25 ans. Et 3 à 4 ans plus tard, il y a eu plein d'itérations de sa création de Battle Royale et tout dans les jeux vidéo. 3 à 4 ans plus tard, en 2017, il y a un jeu qui s'appelle PlayerUnknown's Battleground, PUBG, qui est sorti et ça a été une lame de fond. Incroyable. Moi qui mesure des stats, j'ai vu des chiffres incroyables et c'est ça qui a donné naissance. Fortnite, le Fortnite que tout le monde connaît, dont tout le monde parle, c'est un Battle Royale. Ça vient de c'est une sorte de copie un peu modifiée. Avec qui a aussi ses propres particularités, mais qui s'est beaucoup inspiré de ce jeu. Donc, ce jeu-là, en fait, réunissait la créativité, la technique, un univers nouveau, et ça, c'est ce que les gens attendaient, et ça a créé un véritable engouement autour du jeu. Voilà, alors qu'il n'avait aucun budget marketing, et moi, dans mes stats, que je mesurais à quel point les gens regardaient ça sur Twitch, par exemple, je voyais des chiffres incroyables, que les jeux avec les plus gros budgets du monde ne pouvaient pas rêver de ces chiffres. Et lui, il n'avait pas de budget. C'est juste que le jeu en lui-même avait un impact. Une success story, quoi. Une success story sortie de nulle part. Alors, vous avez cité Twitch. Twitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est la chaîne... c'est la plateforme. La plateforme dédiée à l'univers du gaming, du jeu. C'est ça, c'est une sorte de YouTube, mais dédié au gaming. Qui appartient à Amazon. Qui appartient à Amazon. Une dernière question concernant vraiment le jeu. Qui joue? Tout le monde, maintenant, joue? Oui, moi je pense que tout le monde a toujours joué en fait. Ouais. Quand on parle de jeu en général, si on veut revenir à l'histoire de cavernes, de grottes et tout. Tout le monde a toujours joué, mais aujourd'hui, tout le monde joue aux jeux vidéo, oui aussi. Ou peut-être pas tout le monde, mais énormément de gens. Est-ce que la plus grande évolution dans l'univers du jeu, c'est pas que ce qui vraiment a fait bouger tous les curseurs, c'est que les parents d'aujourd'hui sont les premiers joueurs d'antan? Est-ce que c'est pas plus simple maintenant d'assimiler, d'avoir un discours plus mature au niveau du jeu, parce que justement ceux qui interdisaient avant sont ceux qui connaissent et qui ont même peut-être parfois la fierté de mieux connaître que leurs propres enfants, non? Ouais, mon frère et moi on a eu de la chance parce qu'on est de cette époque là où les gens ne connaissaient pas les jeux vidéo, les parents, et on nous a jamais interdit. Mais effectivement, je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes, c'est plus simple parce que voilà, les parents ils connaissent les jeux vidéo, ils en ont pas peur, ils les rejettent pas. Moi, je dis toujours. Quand j'étais ado, j'ai lu Le Rouge et le Noir, et à l'époque j'étais fan de jeux vidéo, de Stendhal, et j'étais fan de jeux vidéo. J'ai lu pour le collège,
Oui, parce qu'à un moment, on a cru vraiment que... Mais ce qui est marrant, c'est que, en fait, au début de ce livre, il y a le père de Julien Sorel qui l'engueule parce qu'il passe sa journée à lire des livres. Et en fait, à l'époque de Stendhal, c'était la dernière évolution technologique. C'était la dernière porte, la toute nouvelle porte vers l'imaginaire. Et à l'époque, donc, les livres n'avaient pas de respectabilité. Et donc, le père de Julien Sorel, il considérait que c'était perdre son temps de lire des livres. C'est marrant quand même. Donc vous êtes le Julien Sorel de 2020. Ouais, je dirais encore plus que ça. D'accord. On a aussi l'impression qu'à un moment, le jeu ce qui a fait la bascule, c'est que le jeu est devenu un business, alors qu'il pouvait être un commerce avant. C'était un commerce dédié aux jeunes, aux 12, 14, 15 ans. Et d'un seul coup, ça a pris une ampleur et c'est devenu mondialisé et c'est devenu un véritable business avec des véritables enjeux. Qu'est-ce qui a fait qu'on a monétisé un peu l'univers du jeu ? Moi, je pense que c'est tout simplement la demande qui a fait ça. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, quand j'étais enfant ou ado, les jeux vidéo, c'était très, 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 très important. Et pour mon grand frère, je dirais peut-être même encore plus. Et donc, je pense qu'à un moment, il y a des gens qui ont le sens du commerce et de l'innovation. Qui se sont dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Voilà. C'est dommage de passer à côté. Et là, aujourd'hui, on dit que les jeux vidéo, donc, c'est plus grand que la musique. Bon, ben, la PlayStation, c'est fait par Sony. Et Sony vivait de la musique. Ouais. Donc, en fait, ils ont compris. Le Walkman, Sony, Voilà. Ouais, absolument, et c'est aussi un éditeur de musique. C'est-à-dire que c'est une maison d'édition. Ouais. Et en fait, je pense que Sony, ils ont eu cette réflexion qui avait quelque chose de vraiment visionnaire à l'époque. De se dire, ça va être ça notre business parce qu'il y a vraiment un potentiel. Et donc, quand PlayStation est rentré sur le marché, le marché du jeu vidéo a fait un boom, quoi. Je vous pose cette question parce que moi j'ai eu l'impression que véritablement ce qui a fait une bascule, notamment financière, au niveau du business et de l'entrepreneuriat, c'est au moment où on a considéré que jouer à des parties entre potes dans une chambre, ça pouvait être considéré comme du sport et avec l'arrivée de l'e-sport. Je trouve que c'est un coup marketing exceptionnel qui a simplement... d'un seul coup, on a donné des lettres de noblesse à ces jeunes ados, pour la plupart geeks au tout début, et on a réussi à les faire passer pour des sportifs. Je trouve que c'est un coup marketing absolument fantastique. Est-ce que vous êtes pas loin d'être d'accord avec moi? Pas vraiment, en fait. Ah non. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même l'effet positif à la fin. L'e-sport, tout de suite, ça donnait... On regarde les jeux vidéo autrement. Oui, non, mais voilà, il y avait des gosses qui s'amusent, qui foutent rien de leur journée, et d'un seul coup, ils font de la compétition, ils créent des stratégies, ils peuvent potentiellement gagner de l'argent. Ça change ça change le regard qu'on porte sur eux, quoi. Alors ça, oui, clairement, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que il y a un effet de coup marketing, mais comme tous les meilleurs coups marketing, en général, ils sont pas prévus. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'étais à fond là-dedans et je créais des choses et tout, mais l'industrie du jeu vidéo, elle nous prenait pour des fous. Et c'est que vers 2010, en fait, que l'industrie s'est retournée vers nous. L'e-sport, ça commence quand exactement ? On va dire que ce que moi vraiment j'appelle l'e-sport, c'est-à-dire des compétitions organisées, récurrentes. Avec des équipes constituées ? Voilà, avant qu'il y ait des équipes, c'était d'abord des individus, mais en fait c'est apparu avec le jeu multijoueur PC quand c'est devenu vraiment accessible, donc c'est en 1995 en gros. Et les équipes, les premières équipes sponsorisées et tout, ça va dater de 97, 98, 99. C'est plutôt en Asie, ça, non ? Voilà, mais donc nous on était sponsorisés dès 2000, 2001, mais c'était pas les mêmes niveaux de sponsoring que les Asiatiques et les Coréens. Et le niveau de jeu, c'était le même ? Les Coréens étaient très forts à StarCraft et ils étaient imbattables à StarCraft, mais sur les autres jeux, en fait, c'était les Occidentaux qui étaient meilleurs en général. Mais du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est que c'était plus... Ouais. Mais l'e-sport a aussi donné un peu de crédibilité, je le disais, à ces geeks, donc potentiellement, on les a transformés en sportifs, en compétiteurs. Donc, on les a amenés à agir pour avoir un but, gagner. Donc, ça justifiait leur activité. Donc, ça pouvait potentiellement amener des annonceurs qui pouvaient parier sur eux. C'est en ça que je dis que c'était un bon coup marketing. Oui, mais c'est pas du tout... En gros, il n'y a pas eu d'instigation de ce coup marketing, si ce n'est par des gens comme moi, qui étions un peu isolés, qui n'avaient pas du tout de soutien, aucun soutien de l'industrie. En fait, l'industrie du jeu vidéo, elle ne pensait pas du tout que l'e-sport, il y avait un potentiel. On pourrait aller beaucoup plus dans le détail, mais on pourrait parler des histoires de Blizzard avec l'e-sport, qui est une catastrophe. Eux, ils ont raté leur coup marketing ? C'est un phénomène à quel point ils ont raté. Parce que pendant 10 ans, nous, on a fait plein de choses avec leurs jeux.
Et nous, en gros, ils se moquaient de nous. Et puis en 2010, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai potentiel avec l'e-sport. Donc ils ont voulu rentrer sur le marché de l'e-sport. Et ils ont fait n'importe quoi pendant 10 ans. Et aujourd'hui, Blizzard vient de fermer leur bureau à Versailles, par exemple. Et on pourrait dire que l'e-sport a un peu tué Blizzard, ou en tout cas leur a fait beaucoup de mal, parce qu'ils s'y sont très très mal pris. Et c'est donc pour ça qu'il sort du coup marketing. D'un côté, oui, je vous suis pour le résultat. Mais dans les faits, c'est quoi? C'est des gamers ultra passionnés qui aimaient tellement la compétition sur certains jeux, qui ont voulu s'organiser. Et de là, il y avait des exemples comme la NBA. Moi, j'adorais la NBA, Michael Jordan et tout. Et donc, je voyais le lien entre les compétitions de jeux vidéo et ce qui se fait dans le sport classique. Et je me disais, j'ai envie d'essayer de réunir ces deux choses. Et il n'y a pas que moi. Oui, mais ça c'est vous en tant que joueur. C'est les businessmen qui ont senti le truc. Ben, les businessmen, ils ont senti le truc en 2010. C'est-à-dire, une fois que nous, on avait posé une graine vraiment puissante, là, le business s'est dit, oui, on va peut-être y aller. Et donc, il y en a pas mal qui sont allés n'importe comment et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, peuvent le regretter. Alors, bien évidemment, on le disait en début d'émission, tout le monde joue au jeu et on joue aussi beaucoup en Afrique. Je vous propose d'aller au Bénin, à Cotonou exactement. On est allé, notre correspondant local, Kevin Sonsi, est allé voir des joueuses. Alors, il se trouve que c'était des filles, dans une salle d'arcade. On regarde et on revient après. Regardez. Les jeux vidéo sont de plus en plus joués sur le continent africain. Au nombre des joueurs qui s'adonnent à ces jeux figurent des femmes qui trouvent en cette activité des moments de détente et de plaisir, surtout en cette période de crise. Le coronavirus ne m'empêche pas de venir jouer aux jeux vidéo. Une fois que je respecte les mesures barrières, cela ne m'empêche pas de venir jouer. Les jeux vidéo, personnellement, moi, ça me détend beaucoup. Ça me permet de me distraire. C'est vrai qu'actuellement, nous traversons la période de vaches maigres, comme on le dit. La pandémie a fait que la fréquentation a baissé vraiment, malgré les mesures à notre niveau où nous désinfectons les manettes des jeux. Il y a des parents même qui se sont déplacés pour constater comment nous désinfectons nos jeux, les manettes, avant de laisser les enfants jouer. Malgré ça, la rotation n'est plus du tout bonne. Les jeux vidéo, pour certains, sont des moyens d'assimiler les réalités de la vie. Ils facilitent par ailleurs leurs études. Oui, je joue aux jeux vidéo, mais ça n'agit pas sur mes études. Parce que j'ai toujours mon temps. Le temps de réviser mes leçons, donc du coup, ça n'agit pas. Non. Certains, malgré l'intimidation des hommes d'ici et là, leur envie de jouer aux jeux vidéo reste inchangée. On me critique, mais moi, c'est ce qui me fait plaisir. Ça me plaît, ça m'aide beaucoup. Moi, je dis à toutes les filles, toutes les femmes, de se laisser, de venir jouer aux jeux vidéo. Quel que soit l'endroit, de se distraire un peu. Il n'y a pas de jeu pour les hommes ni pour les femmes. On voit quelques groupuscules de jeunes qui s'organisent, qui font des compétitions. Et si on allait en fédération, ce serait une bonne idée de mettre des challenges par rapport aux jeux vidéo chez nous au Bénin. Nicolas, ça fait plaisir de revoir ces vieilles... Enfin, alors pas vieilles pour nous, mais ces salles d'arcade. Ouais. Ça vous rappelle des souvenirs? Ouais, surtout l'été. Ouais. Quand à la station balnéaire où ma grand-mère elle habite. Au lieu d'aller à la plage. Ouais, ou après la plage, tu vois, entre la plage et le dîner, quoi. Mais là, il y a une phrase importante que disait une jeune fille, c'est qu'il n'y a pas de jeu pour les garçons ou pour les filles. Ça peut permettre l'émancipation aussi. Ça peut permettre de s'affronter, de se mesurer, de créer la compétition. C'est sympa pour ça, ouais, c'est clair. D'ailleurs, le niveau des filles, globalement, dans l'e-sport et tout, elles tiennent tête aux garçons ou inversement? Je sais pas. Non, pas vraiment, en fait. Pas encore? D'ailleurs, enfin, si on voulait vraiment réfléchir à la question du féminisme et de la place de la femme et le sexisme et tout, je pense que le jeu vidéo, c'est un super endroit à regarder, puisque on pense qu'a priori, il ne devrait pas avoir de différence entre hommes et femmes dans les jeux vidéo, et pourtant il y en a. Mais c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Mais il y a beaucoup moins de femmes dans les compétitions de jeux vidéo que d'hommes. On peut essayer de réfléchir à pourquoi, mais il y a des gens qui essayent. Mais la plupart des gens disent juste que c'est parce que c'est un milieu d'hommes qui rejette les femmes, donc les femmes n'y vont pas. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est une question de goût et que c'est lié à qui on est intrinsèquement. Mais... Bon, maintenant, parce qu'on va arriver au terme de l'émission, malheureusement, j'avais encore une tonne de questions. On va parler d'avenir. Juste là, on parle beaucoup de la 5G en ce moment. Qu'est-ce que la 5G va apporter dans l'univers du jeu? Moi, le seul jeu auquel je joue encore aujourd'hui, c'est un jeu mobile qui s'appelle Clash Royale. D'accord. Et Clash Royale, on n'aurait pas pu y jouer s'il n'y avait pas eu la 4G. Donc la 5G
Ça devrait permettre, parce que les réseaux vont être plus rapides, ça va permettre a priori de développer de nouveaux concepts de jeux. Mais ça ne va pas être un bouleversement, ce que vous êtes en train de me dire. Ah, pour moi, Clash Royale, c'est un bouleversement. Non, mais la 5G... Mais du coup, il y a un potentiel. Il y a un potentiel. C'est-à-dire que comme il va y avoir ce bond technologique qui est maintenant si rare dans les jeux vidéo, alors qu'avant c'était tous les ans, j'ai envie de dire, il y a des chances que des nouveaux concepts émergent, peut-être des choses très très puissantes. Ça on sait pas encore. Ouais. Là, il y a à la fin de l'année les consoles, il y a la PS5 qui va sortir. Ça va faire vraiment... parce qu'on parle des jeux, mais les consoles aussi font partie de l'innovation et de l'évolution de cet univers. Là, la PS5, il faut s'attendre à quoi? Ça va être quoi les grands bouleversements? Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la question des consoles. C'est très, très, très vaste, les jeux vidéo. Mais tel que je le comprends, moi, il me semble que la PS5 ne va pas être une énorme, justement, évolution au niveau technologique. Et donc, si des jeux extrêmement puissants doivent arriver avec énormément d'impact, il va falloir que ce soit des jeux très bien créés, avec un très bon design, avec des grands artistes pour la production. Une dernière question, Nicolas, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Quel est le plus gros danger pour ce monde-là, pour cette industrie-là, pour ce business-là, pour les joueurs, pour cet univers-là? Quel est l'écueil qu'il faut absolument éviter? Moi, je pense qu'il faut éviter l'excès dans toute chose. Même les meilleures choses peuvent être un problème. Trop de sport et on va se blesser. Mais donc le problème du jeu vidéo, c'est l'inactivité physique pour moi. L'inactivité physique. Le problème numéro 1, c'est que ça décourage, ça enlève aux gens l'envie, en fait, de bouger, d'utiliser leur corps. On peut faire tellement de choses en restant assis derrière son écran. On peut vivre tellement d'émotions puissantes et tellement de grands moments que pour moi, c'est un peu le danger des jeux vidéo. Et c'est pas, par exemple, la question de la violence dans les jeux vidéo, pour moi, je pense que c'est danger secondaire. C'est même pas que c'est secondaire, pour moi, ça n'existe pas en fait. D'accord. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que quelqu'un qui joue à un jeu vidéo violent, il met ses pulsions violentes devant ses yeux et il apprend à les contrôler. Si on veut avoir des informations sur toutes les compétitions qui se jouent en ligne, e-sport, Twitch et tout, Gamoloco. Gamoloco.com. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. TLS+, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine. Je vous dis d'ici là à très bientôt. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.